La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, c'est toujours un véritable bonheur de vous retrouver pour votre TVR BPGO Business Club depuis l'écrin de l'Atrium. Ici à Polaris, nous sommes avec les trois chroniqueurs du jour, impatients d'entendre le grand témoin de ce rendez-vous économique, quelqu'un qui porte vraiment l'une des marques totems de notre région en Bretagne, Jean-Guy Le Floch. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Stéphane, ça va ? Ça va bien, ça va très très bien. Vous êtes à la tête d'Armorlux, véritable fleuron, 580 salariés, 95 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous nous direz aussi, et on le verra avec vous, que dès l'arrivée de la Covid, vous avez pris le taureau par les cornes pour essayer de fabriquer des masques de vrais pour réduire vraiment cette pandémie. On va parler de tout ce parcours, de votre engagement et puis aussi de vos projets avec les trois chroniqueurs du jour. Merci beaucoup Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Ça va Maurice ? Bonjour Stéphane, bonjour Jean-Guy. Merci également à Hélène Lodic-Baron, membre du Conseil national des barreaux. Merci d'être avec nous, maître. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et nous sommes très heureux d'accueillir quelqu'un qui représente également beaucoup sur notre territoire entre la Bretagne, les Pays de Loire, puisqu'il s'agit du directeur régional Bretagne-Pays de Loire d'AG2R La Mondiale, Sébastien Calaudet. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour Jean-Guy, bonjour à tous. Jean-Guy, la première question est forcément, vous êtes né à Carhaix, vous êtes breton, vous êtes finistérien du Sud. On ne peut pas commencer cette émission sans parler de cet ancrage viscéral que vous avez pour votre région. Vous qui avez travaillé auprès de Vincent Bolloré, qui avez fait de très grandes études, notamment Stanford aux États-Unis. Vous, votre volonté, c'était de travailler en région, de faire travailler les gens en région pour montrer que le savoir-faire breton était bel et bien là. Oui, c'est sûr qu'il a fallu que je m'expatrie un petit peu pour terminer mes études. Et effectivement, j'ai croisé un autre océan, l'océan Pacifique, là-bas en Californie. Mais chaque fois que je regardais cet océan, je pensais à la Bretagne, à l'océan Atlantique. Et mon rêve était effectivement de devenir un jour entrepreneur en Bretagne, et c'est ce que j'ai fini par faire en rachetant cette belle marque dont je peux peut-être citer le nom, c'est autorisé, c'est Armorlux. Et voilà. Oui, on l'avait dit, Armorlux, qui est vraiment ce fleuron, la fameuse marinière, ça c'est aussi une empreinte très forte. Maurice. Armorlux, c'est aussi 80 magasins. Alors avec Stéphane, on en parlait tout à l'heure, on a plein d'empathie, aussi plein pour tous ces commerçants qui sont frustrés, empêchés de travailler dans le commerce non alimentaire, etc. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Parce que vous avez un réseau de distribution qui est divers, mais aussi de proximité, avec des commerçants de proximité qu'on connaît, qu'on côtoie. Ils sont empêchés de travailler. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Écoutez, d'abord pour nous, on a en direct à peu près 85, 86 magasins. On a une bonne quinzaine d'affiliés. Donc voilà, pour nous ça a été un coup de semonce incroyable quand on a appris que tout le magasin fermait. On les a fermés. Ça c'est le premier épisode. Et nos clients distributeurs qui sont des boutiques traditionnelles, on essaye de tout faire pour les aider. On reprend le stock, on fait tout pour qu'ils traversent cette crise sans dégâts. Et j'en parlais ce matin avec mon directeur commercial. Dans tous nos clients, il n'y en a aucun qui est en difficulté aujourd'hui. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que la marque les a aidés. Et l'été dernier, ça a été pour notre marque un vrai rebond. On a recruté je ne sais combien de consommateurs et nos clients indépendants en ont profité. Je crois l'été dernier, ils se sont refait une belle trésorerie, ce qui leur permet d'essayer de passer cette crise à nouveau sans trop de risques. Maître Hélène Lodic-Baron.
Stéphane le rappelait tout à l'heure, votre entreprise s'est très vite, rapidement mise en ordre de marche pour lutter contre cette pandémie à travers la fabrique de masques. Vous avez intégré le conseil d'administration du fonds Innoveo près du CHU de Brest, aux côtés de Jean Lecam. Est-ce que vous pourriez nous dire si cette démarche personnelle s'est inscrite aussi par rapport à toute l'histoire que nous venons de traverser? En fait, ce sont deux dossiers différents. Je vais d'abord parler d'Innoveo parce que c'est un sujet beaucoup plus prégnant et plus important pour la santé des Finistériens et des Bretons. En fait, je suis devenu ambassadeur d'Innoveo c'est le fonds de dotation de l'hôpital de Brest. Je suis devenu ambassadeur d'Innoveo il y a à peu près 5-6 ans quand ce fonds a été monté. Et j'y travaille beaucoup. Jean Lecam est venu me voir un jour en me disant « Je veux faire le Vendée Globe avec Innoveo sur le mât de mon bateau ». Je dis « Jean, tu fais ça gracieusement ?» Il me dit « Bah, tu rigoles ». Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis Jean et moi, on a été invités au conseil d'administration. C'est plutôt sympa, cette rencontre de trois mondes, le monde de l'économie, le monde de la voile extrême et le monde des scientifiques et des chercheurs et des médecins. Et je crois que ça apporte beaucoup à tout le monde. Ça, c'est donc pour la partie Innoveo, qui n'a rien à voir avec les masques. Les masques, on les a fait parce qu'il y avait une très forte demande. La France n'avait pas de masques à l'époque et toutes les usines textiles ont été sollicitées. Et nous, on a répondu favorablement. On a eu un peu de difficulté, comme tout le monde, à faire agréer nos masques par la DGA. Mais on y a mis beaucoup d'énergie. Et après, on a évité le chômage partiel en faisant tourner l'usine à fond pendant 2 mois, 1 mois et demi. Ouais. Une nouvelle question, Sébastien Calaudet, directeur régional Bretagne-Pays de Loire d'AG2R, La Mondiale. Merci. Vous avez pris en 2014 le virage de la RSE. Vous êtes a priori le 2e acheteur de coton bio en France. Et je voulais savoir quelles étaient les prochaines étapes sorties Covid de votre politique RSE au sein d'Armor Luxe. En politique RSE, on l'a vraiment démarré en 2000. Donc ça fait très longtemps qu'on y est. Aujourd'hui, je crois qu'on a fait l'essentiel du chemin. C'est-à-dire on peut difficilement aller plus loin. On va simplement accélérer sûrement le nombre de contrôles qu'on fait, soit dans nos usines, soit chez nos sous-traitants, pour vraiment tout vérifier et être sûr qu'il y a rien de mal dans notre démarche sur le plan RSE. Vous savez que la production textile est une production très chahutée qui va partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. On est très prudent. Mais je crois qu'on a déjà fait l'essentiel du chemin. Jean-Guy Le Floch, lorsque l'on est à la tête d'une marque qui représente autant une région, autant la Bretagne, on se sent vraiment forcément engagé par cette région, c'est-à-dire essayer d'aider, d'être aussi au chevet de celles et ceux qui ont des difficultés. Et Maurice en parlait durant cette période de la Covid, terrible. Il y a une responsabilité lorsque l'on s'appelle Jean-Guy Le Floch et que l'on dirige Armor Luxe. Il y a d'abord la responsabilité des emplois à préserver. Voilà, ça a été notre combat, Michel, mon associé et moi-même, depuis qu'on a repris cette maison il y a déjà fort longtemps. Et là, ça a été un vrai choc avec Michel. On s'est dit, celle-là, c'est une grosse tempête, il faut vraiment qu'on la traverse et qu'on soit fidèle à nos valeurs. Il faut qu'on préserve nos 580 salariés. Et c'est ce qu'on a réussi à faire tranquillement. Maurice. Avez-vous fêté le bicentenaire de Napoléon? Non, pas vraiment. J'ai pas eu le temps. Non. Je fais naturellement allusion au nombre de victoires. On a appris qu'on pouvait commémorer sans célébrer, parce qu'il y a le meilleur et le pire dans l'Empire et l'Empereur. Qu'est-ce qui va faire, question là vraiment à 180 degrés, qu'est-ce qui va faire qu'on va bien sortir de cette crise? Oublions Armor Luxe qui a maintenu son chiffre d'affaires tout près de 100 millions d'euros, ce qui est extraordinaire, bravo. Qu'est-ce qui va faire que l'économie régionale à Quimper, dans le Finistère, l'économie régionale, qu'est-ce qui va faire qu'on va sortir par le haut en tirant le meilleur? Je crois que nous, dans le Finistère, on n'aura pas beaucoup de mal à sortir par le haut parce que la consommation va faire un bond.
Aujourd'hui, il n'y a plus une place de parking nulle part jusqu'à la Pointe du Raz. C'est incroyable. Le centre de la Bretagne se déplace vers l'ouest. Donc la consommation va nous tirer, c'est sûr. L'attrait de la Bretagne va nous propulser. Et je crois qu'on pourra dire plus tard que la Bretagne a bien, et le Finistère, parce que je suis avant tout finistérien, ont bien su réagir, ont protégé leurs emplois et ont fait valoir la sérénité de leur région. Et ça va payer à long terme. Et vous saluerez, parce que vous parlez déjà 2 fois de Mich, c'est Michel Guéguin, votre grand copain qui dirige aussi avec vous Armor Luxe, et vous l'avez rencontré, c'était en prépa à Châteaubriand, vous étiez tout jeune, c'est une amitié qui remonte à très loin. Nouvelle question, Hélène. Hélène. On parlait d'identité bretonne, la marinière est véritablement le produit phare de votre marque. Qu'est-ce qui fait la longévité de cette marinière qui est à la base plutôt un produit assez identitaire chez les Bretons? Plus de 500 000 par an, je crois. Hein. Oui, j'en fabrique 550 000. Alors, la marinière, c'est une très longue histoire. Je pourrais vous en parler pendant des heures. En fait, c'est un vêtement français qui a été inventé pour la marine nationale en 1858. Donc, vous voyez que l'histoire est très ancienne. Elle a imprégné ensuite la Bretagne, parce que beaucoup de marins venaient de Bretagne et quand ils rentraient chez eux, ils portaient cette marinière de travail. Et mon prédécesseur, qui a fondé Armor Luxe en 1938, a eu cette idée géniale d'utiliser son savoir-faire en production, en fabrication d'un tissu très particulier qui s'appelle l'interlock, pour fabriquer des marinières comme la marine nationale. Et les Bretons s'en sont emparés assez vite, parce qu'il y avait beaucoup de marins d'État, comme on le disait à l'époque, et beaucoup de marins de la marine marchande qui revenaient en Bretagne et qui portaient leur marinière, et le consommateur s'en est saisi et l'a approprié. Et quand j'ai repris cette entreprise, j'ai deviné que ce produit pouvait la porter, et je l'ai développé depuis, tout simplement. Voilà, donc je vous incite à en acheter, c'est un très beau produit et il est très identitaire, et voilà, ça fait du bien d'en voir quand je vais à Paris, quand je me balade. Voilà, c'est la Bretagne qui s'exporte aussi. Avec différentes sortes de tissus pour toutes les saisons. Hein. Il y a du coton plus ou moins épais et c'est toujours très très bien vu. Sébastien, nouvelle question. Vous êtes le fleuron breton de l'industrie. Nombre d'entreprises souhaitent relocaliser. Et dans le même temps, vous le dites vous-même, la Bretagne peut exporter aussi. Où en êtes-vous aujourd'hui là, dans la sortie de crise et de la pandémie, dans vos projets? Je crois sur l'Allemagne et le Japon, il y avait aussi ces axes-là. Comment ça se passe? Et est-ce qu'il y a eu une grande problématique liée, vous savez, aux problèmes d'approvisionnement et de logistique? Alors sur l'export, les pays sont très contrastés. Aujourd'hui, paradoxalement, notre chiffre explose en Angleterre, malgré le Brexit, malgré la pandémie. Il s'est pratiquement arrêté en Allemagne et il explose aussi au Japon, donc c'est très contrasté. On a gardé un chiffre d'affaires à l'export qui est stable, et bien sûr on déploie tous les efforts possibles pour accélérer, pour redémarrer, et on explore la collaboration aussi avec tous les pure players, comme on les appelle, c'est-à-dire les sites internet étrangers, qui deviennent un mode d'achat pour les consommateurs partout dans le monde incontournable. Donc voilà, on a de nouvelles idées, de nouveaux créneaux, et l'export se porte plutôt bien. Jean-Guy Le Floch, ce que l'on sait aussi, c'est votre capacité à habiller les grands groupes, hein, parce que lorsque l'on regarde des grands contrats nationaux, c'est la Poste en 2003, SNCF 2007, la Police 2008-2009, et ça continue depuis plus de 20 ans. C'est quand même quelque chose d'incroyable d'avoir tous ces vêtements dans de très grandes entreprises nationales. Oh, vous savez, c'est pas un exploit. Je crois que... Enfin, il faut se battre pour avoir de tels contrats. Il faut se battre, mais tous les entrepreneurs bretons, regardez la BPGO, se battent jour et nuit, bec et ongle. Je crois qu'on a un réflexe ici en Bretagne qu'on n'a pas
qu'on a beaucoup moins ailleurs, en France en tout cas, qui est la solidarité et la défense des uns et des autres. Et nous, on s'est vraiment battu sur ces contrats. À l'origine, le premier contrat qu'on a gagné, c'était le contrat de la Poste. On s'est vraiment battu pour préserver nos usines, les faire travailler et préserver nos emplois. C'est ça qui nous a motivés. Et voilà, du fait de cette volonté, grâce à la Bretagne quelque part, on a gagné ensuite plusieurs autres contrats et ça continue. Maurice. On sent le petit sourire là derrière qui pointe là. Après le Brexit, après le Covid, vous avez plein d'espoir. Je sais, je vous connais un tout petit peu, vous avez plein d'espoir, plein de lueur dans les yeux. Qu'est-ce qui vous anime autant et qu'est-ce qui vous rend heureux ? Ce qui me rend heureux, c'est que c'est l'arrivée au bureau le matin et les salariés qui sourient, tout simplement, et le stress qui n'est pas là. Et je crois que ça, c'est extrêmement important quand on est responsable d'entreprise. Notre premier devoir, c'est l'emploi, la sécurité, la sérénité des salariés. Et ça me fait vraiment plaisir tous les matins, sauf le week-end, bien sûr. Parce que j'y vais tout seul au bureau. Hélène. Armor Luxe et la mer, c'est une grande histoire. On est entouré ici de très beaux tableaux de navigateurs. Pour vous, quel est votre plus beau souvenir d'une course en solitaire ? Non, mon plus beau souvenir, c'est à l'époque, il y a une quinzaine d'années, je sponsorisais un gros bateau avec un Suisse. C'est un peu un clin d'œil au fondateur de mon entreprise qui est suisse. Et, Walter Hubachet. Voilà, et mon plus beau souvenir, c'est quand il est arrivé au Brésil. Bon, il n'était pas premier, mais voilà, en tout cas, il avait réussi avec un vieux bateau, le Suisse, à me rejoindre au Brésil. Et voilà, à la fois le Brésil, le bateau, la marque, sur les côtes brésiliennes, c'était très beau. Le bateau aussi, pour vous, c'est peut-être les îles Glénan. Vous adorez cet endroit, hein ? Oui, c'est un endroit assez magique. Mais je n'oublie pas les îles qui sont plus proches de chez moi, là-bas tout au bout. L'île de Saint, bien sûr. Molène, qui est assez émouvante. Et Ouessant, bien sûr, où vit de temps en temps, le week-end, mon associé Michel. Sébastien. Vous avez eu comme défenseur, enfin en tout cas promoteur de la marque, il y a eu Arnaud Montebourg pour la France. Il y a aussi le commissaire Dupin pour les Allemands suite au roman de Banalek. Si vous deviez avoir une égérie pour la marque Armor Luxe, laquelle vous fait rêver ? Écoutez, mon rêve, mais j'ose pas trop en parler, ce serait vous. J'ai déjà le masque. Après Laurie Tillman, non. Laurie Tillman aussi a notre Miss France. Non, ça y est, j'ai choisi mon égérie définitivement. Voilà, Sébastien, égérie de la maison Armor Luxe. Maurice, nouvelle question à Jean-Guy Le Floch, le patron d'Armor Luxe. Vous avez un message pour le Finistère, pour qu'on connaisse encore mieux le Finistère, qu'on aime encore mieux le Finistère ? Oui, le message c'est « Venez nous voir ». C'est magnifique. Le slogan, c'est un peu « Tout commence en Finistère ». Hein. Oui, ça c'est un très beau slogan du conseil départemental et c'est vrai que là-bas on est celtes. Je ne sais pas par où les Celtes sont arrivés, mais en tout cas la celtitude a commencé là-bas. Et on parlait tout à l'heure, avant cette émission, de la langue bretonne. Et elle est émouvante parce que c'est une vraie langue. Et c'est une langue qu'on a tendance à oublier. Donc je ne sais pas si je peux passer un message aux téléspectateurs. Il faut y aller. Mais voilà, si vous aimez la Bretagne, prenez des cours de breton, soutenez le breton. Je crois que c'est un devoir de mémoire qu'on a vis-à-vis de tous ceux qui sont passés par, en tout cas par, peut-être pas par Rennes, mais par la pointe ouest
avant nous. Et ne jamais oublier que c'est une langue qu'on a voulu complètement détruire et que l'on empêchait de parler, ce qui est vraiment, vraiment dramatique. Hélène. Vivre en Finistère, c'est une évidence. Entreprendre en Finistère, est-ce que pour vous, il y a aujourd'hui encore des freins importants pour celui qui voudrait venir aujourd'hui entreprendre en Finistère? Je crois que le frein essentiel, c'est la logistique humaine, c'est-à-dire le problème des aéroportuaires et le problème du voyage en TGV, puisqu'il nous faut pratiquement 4 heures pour venir. Donc c'est vrai que c'est un handicap, mais je crois que cette terrible crise qu'on vient de vivre a enlevé cette barrière de la logistique des femmes et des hommes. Et beaucoup de gens qui vivaient dans les grandes villes viennent se réfugier chez nous et travaillent soit en visio, soit en télétravail. Et je crois que c'est peut-être un gros atout pour le Finistère demain. Une nouvelle question de l'égérie, nouvelle égérie Armor-Luc, Sébastien. Si je devais m'implanter justement dans le Finistère, quelle erreur je ne dois pas commettre si je suis entrepreneur? Oh. Quelle erreur de votre part, j'ai beau chercher, je ne perçois aucune erreur possible. C'est vrai. Bon, c'est pas la peine d'apprendre le breton, hein, on n'est pas non plus des jusqu'au-boutistes. Donc l'erreur, je vois pas. Faut pas aller trop loin parce qu'après c'est l'Amérique. Il nous reste 3 minutes, Jean-Guy Le Floch. Les projets, vous en avez toujours eu, et puis ces projets, ils étaient avec Mich, et puis avec vos 2 enfants, Yannick, votre fils, et Thomas, le fils de Mich. C'est quoi la chose à accomplir encore pour vous, Jean-Guy Le Floch? Pour nous, très, très clairement, maintenant, c'est la transmission. Et vous y êtes, là? Là, on y est. Vous voyez mes cheveux, ils ont un peu blanchi. Et donc, on y est. On y travaille avec Michel. Ouais. Ça, c'est vraiment réussir sa transmission. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour vous, pour les salariés, que l'histoire soit toujours aussi belle demain. C'est impératif pour Michel et moi que cette maison ne tombe pas un jour entre les mains d'opérateurs mondiaux qui assez rapidement arbitreraient les emplois contre le résultat. L'une des dernières questions, Maurice? Oui, je rebondis sur la question de Sébastien Gallaudet, parce que vous ne pouvez pas le dire, mais vous incarnez, vous, cette formule: le beau ne fait pas de bien, le bon ne fait pas de... Le bien ne fait pas de bruit, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Je vais y arriver. Vous incarnez ça. Les 6000 blouses que vous avez fabriquées pour le CHU, etc., discrètement. L'erreur, c'est d'oublier son écosystème, c'est d'oublier là où on vit pour que tout vive correctement, toutes les parties prenantes, comme on dit maintenant dans les livres. C'est ça votre patte aussi, votre griffe. Bon, c'est sûr qu'on a beaucoup travaillé pour les hôpitaux pendant cette période difficile. Et je ne suis pas le seul à être humble. C'est aussi un des caractères des Bretons, mais c'est aussi ce qui fait leur force. Donc l'humilité fait partie de la réussite. Merci beaucoup, Jean-Guy Le Floch, d'avoir accepté cette invitation. Le TVR BPGO Business Club. Merci beaucoup à Sébastien, merci. Hélène et Maurice. Merci pour tout ce que vous avez fait et ce que vous allez encore faire pour cette région. On dit souvent que la Bretagne, c'est l'innovation et l'international. Vous êtes un petit peu tout ça écoutez, l'innovation, ça fait, je me rappelle, ça fait 15 ans qu'on a monté notre site internet et il nous a beaucoup aidé pendant cette crise. Il a explosé et le 26 mai, on a une grosse vente sur internet. Donc n'hésitez pas, www.armorlux.com. Voilà, écoutez, tout est dit. Merci Jean-Guy Le Floch d'avoir accepté ce TVR BPGO Business Club. À très vite, passez une excellente semaine.
La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.